Tout à l'heure, on parlait des sondages et tout. Ça peut être bien d'avoir un petit rappel. Hein. C'est dans 30 minutes. Bon, allez, vas-y, on y va et puis après on finit. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas vu son intro. Nous sommes abreuvés de sondages. On a donc besoin de savoir les lire et de trouver les infos sur ces sondages que les médias ne donnent pas forcément. Par exemple, lorsqu'on nous présente des résultats qui disent que 30% des Français ceci ou cela, il faut savoir qu'il y a une incertitude sur cette mesure, que ce n'est pas forcément exactement 30% et qu'il y a des marges d'erreur. Alors, bien sûr, on va passer rapidement sur les cas où les médias déforment carrément les données du sondage, ça on l'avait abordé dans une autre vidéo, mais enfin il faut savoir que c'est toujours régulièrement le cas. Là encore, juin 2024, et LCI, ils ont fini par les retirer en expliquant... Un graphique trompeur ce jour sur TF1 et LCI tiré du sondage IFOP Opinion. Voici une copie d'écran du graphique passé à l'antenne à 17h. J'ai mis en évidence les écarts sur le graphique. Il est déformé de manière assez flagrante. Attends. Ah! Oh! Ah oui, c'est une déformation visuelle. C'est intéressant ça, ouais. Oui, regardez, 28-18%. Vraiment, l'écart, 10 points d'écart, ça donne cet écart-là du point de vue visuel. Et là, le RN, tu le mets vraiment en avant. Ouais, ok. Ouais, ça c'est un truc de graphiste un peu, ok. Donc, bon, leurs infographies... C'est précis, c'est subtil, mais c'est précis. ...qui étaient dessinés manuellement. Salut, bon, du coup, allons vérifier parce que c'est nécessaire. Le premier point important, c'est donc de savoir où trouver les infos. Elles figurent dans ce qu'on appelle la notice du sondage, qui se trouve en général sur le site du sondeur. En particulier lorsque le sondage est lié au débat électoral. Parce que là, le sondeur n'a pas le choix, la notice est obligatoire. Oui. En France, c'est la loi du 19 juillet 1977, et déposée sur le site d'un organisme officiel, la commission des sondages. Elle doit comprendre toutes les infos, les questions posées, les résultats, la méthodologie, et notamment le calcul de la marge d'erreur. C'est très intéressant, hein, mais vous voyez à quel point c'est quand même complexe d'aller chercher l'information à sa source. C'est ça, hein. C'est que bon... Très peu de gens vont le faire finalement. Après, c'est un travail qu'il faudrait faire. Hein. Il faudrait que des gens le fassent pour nous. Beaucoup plus. C'est bien, faites des petits tweets là où vous expliquez, vous allez chercher les sources. Mais c'est compliqué. Hein. Et lorsqu'un média publie les résultats dans son... Tous les sondages sont IT. Putain, mais moi, ceci, la vérité, c'est que je ne savais pas qu'il existait. Donc, je vais faire un truc. C'est que je vais copier le lien. Hop. Je vais copier le lien et je vais le mettre en favori. Parce que c'est trop important. Hop, c'est bon. Commandé à un sondeur, il doit aussi donner un certain nombre d'infos, quand a été fait le sondage, sur combien de personnes et par qui. Ceci étant posé, comment comprendre les marges d'erreur? Un sondage, c'est de la statistique, donc pour comprendre comment ça fonctionne, on a besoin de parler un tout petit peu de la théorie des probabilités. Imaginons que sur une population, par exemple en France, on ait 40% de gens, 4 sur 10, qui n'aiment pas les falafels. Attends, c'est avec quelle sauce, là? Mais il n'y a pas de sauce, c'est même pas la vraie proportion. Ah bah oui, s'il n'y a pas de sauce, ça peut pas être la vraie proportion. Donc, on suppose que 40% des gens n'aiment pas... Ah, c'était une blague, pardon. Ah mais moi j'aime bien j'aime bien me moquer de l'humour de la vulga parce que je trouve que ça marche pas, bref. Les falafels. Comment peut-on le mesurer? L'humour with the cut, oui. Par sondage. Oh ça va, c'est un boomer un peu, mais c'est bon, on l'aime bien. Pose que 40% des gens n'aiment pas les falafels. J'aime pas l'ami du bon goût, putain c'est vrai qu'il s'appelle comme ça, l'ami du bon goût. Comment peut-on le mesurer par sondage? Si on tire au hasard une personne dans toute la population, on aura 40% de chances qu'elle n'aime pas les falafels, soit une probabilité de 0,4. Si on refait d'autres tirages, les probabilités se multiplient, et si on tire 1000 personnes, on devrait en trouver autour de 400, 40%, qui n'aiment pas les falafels. Oui. Alors, parfois on en trouvera 390, d'autres fois peut-être 405, ça c'est le hasard. Mais ce que nous dit la théorie des probabilités, c'est que le nombre obtenu va se répartir autour de la valeur 400. C'est ça. Si on regarde les probabilités d'obtenir chaque valeur, la mesure qu'on aura le plus de chances d'obtenir, ce sera 400. Ensuite, il y aura 399 ou 401, avec un peu moins de probabilité, etc., etc. Ça se répartit sur cette fameuse courbe en cloche. Ouais. Alors, de temps en temps, on aura des valeurs plus éloignées, genre ici 360 ou 444, mais ce sera beaucoup plus rare. C'est pour ça qu'il faut faire les sondages plusieurs fois, souvent. Parce que ça permet justement de... En fait, quand tu ne sais pas à peu près quelle est la valeur générale,
bah, il va falloir faire plusieurs fois un sondage avec des populations différentes pour estimer à peu près quelle serait une valeur générale. Donc, si on enlève les 5% de Après, on en revient au truc zététicien, de faire plusieurs fois les mêmes études, enfin bref. ces valeurs trop farfelues là, aux extrémités, on sait que dans les 95% de nos tirages qui restent là, on aura un résultat plausible, et on voit, ça on le détermine par calcul, Ou avoir un très gros échantillon, oui. que nos mesures, ils sont situés entre 370 et 430, donc entre 37% et 43% de l'échantillon, soit plus ou moins 3% autour de la valeur réelle de 40% de gens qui n'aiment pas les falafels. Ouais. Et c'est ça qui établit que la marge d'erreur sur le résultat est de 3%. Alors, quand on entend dire un son... En ce moment, les Z, ils sont en roue libre into fascisme. Ça dépend quel Z. Mais moi, je pense que, vraiment, genre, comment dire, les zététiciens ont toujours porté en eux un impensé très dangereux, qui est la recherche, l'obtention d'un pouvoir au travers de la rationalité et du scientisme. Ça veut dire que c'est au-delà de la volonté d'être juste rationnel, en fait, c'est leur besoin de trouver des terrains d'argumentation où ils finissent par obtenir raison. Et ça, c'est un truc qui les mène très vite à droite, oui. En fait, ça en fait des essentialistes. Parce qu'en identifiant des réflexes scientistes, ils finissent par être essentialistes, c'est juste qu'ils ont modifié leur manière de parler. Ils essayent d'avoir un discours qui mime le discours scientifique, mais en disant globalement les mêmes choses. C'est à peu près ce qu'on a eu, par exemple, avec la carte des QI, hein. Quand des gens se sont mis à essayer de nous faire des statistiques sur le fait que les QI pour prouver que le racisme a quand même une base biologique. Les gens finissent par essayer d'adopter les mêmes tropes. sondage sur 1000 personnes... Defecator est essentialiste. Non, je pense pas que Defecator il soit dans ces travers-là. Hein. Non. C'est pas Defecator dont je parlerai en premier, hein, certainement pas. Ça peut pas représenter la population. Ni la tronche en biais et tout ça. Hein. Moi, je leur fais confiance à ces gens-là. Des fois, ils sont un peu bébêtes sur des trucs. Voilà. Hein. Acermandax, moi, je l'aime bien. J'aime bien Acermandax. Je trouve juste qu'Acermandax, il est un peu bébête et il a beaucoup d'ego. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Mais je l'aime bien. Ça va. C'est un bon gars. Oui, Not All Z, oui. Mais par contre, oui, il y a quand même eu un tournon Z très dangereux là, avec Monsieur Sam. Avec, comment il s'appelle, Astronogeek et tout ça, enfin toute cette bande-là, ouais, ça pue, waouh, ça pue. Des fois il vrille, mais sinon le boug est pas crade, bah oui. Et puis en plus, moi je les porte un peu dans mon cœur, hein, parce que rappel, moi mon début de politisation, ça a été en 2016-2017, le réel début de politisation militant, parce que j'étais militant, en fait j'essayais d'être militante trans zététicienne. À la base c'est comme ça que je me suis vraiment politisé. À la base, j'avais une sensibilité de gauche et tout ça, il n'y avait pas de souci, il y avait la campagne de Mélenchon, tout ça me plaisait et tout ça. Et voilà. Mais là où j'ai vraiment commencé à faire un effort militant, c'était à l'époque. Et j'étais vraiment zététicienne. Ça veut dire que j'essayais de prendre les transphobes par leur science. C'était l'idée que j'avais en fait. J'allais lire les études qui étaient faites aux États-Unis sur la transidentité, sur les taux de mortalité, les machins, pour essayer de débunker tous leurs arguments. Donc j'avais une démarche très zététicienne. Donc moi je les porte un peu dans mon cœur parce que à l'époque je matais la tronche en biais, quoi. Les histoires de biais, de trucs d'argumentation, je matais tout ça. Et je pense que 1 ou 2 ans plus tard, ma bifurcation ça a été de m'intéresser au queer. Ça veut dire que ça a été de m'intéresser au queer et de m'intéresser aussi à l'antiracisme. C'est ça qui a fait que j'ai bifurqué, que je suis sorti du côté zététicien. Je pense le bouquin c'était Judith Butler, Trouble dans le genre, qui m'a eu mon tournant queer, même si j'y comprenais pas grand chose, j'ai quand même dans les grandes lignes j'ai compris. Et le bouquin pour l'antiracisme qui m'a fait rentrer, c'est Peau noire masque blanc et ça c'était vers 2019 à peu près. Voilà. Alors, quand on entend dire un sondage sur 1000 personnes, ça peut pas représenter la population, c'est faux. 2019-2020, je sais plus. Et ça, c'est mathématique. En théorie, avec 1000 personnes tirées au sort, on peut tout à fait se faire une idée de la population complète. Avec une marge d'erreur, mais qu'on sait calculer. Bon, après ça reste théorique, parce que tout ça ne devrait s'appliquer qu'à des échantillons aléatoires. Mais en pratique, on sait que c'est pas du tout comme ça que les sondeurs font leurs échantillons. Ils n'ont pas accès à la population complète, donc ils font ce qu'on appelle des échantillons représentatifs par la méthode des quotas,
en essayant de prendre des gens dans les mêmes proportions que la population sur quelques critères, le sexe, l'âge, les catégories socio-professionnelles, mais en vrai c'est très limité par les bases de personnes dans lesquelles ils puisent, qui sont de plus en plus des panels d'utilisateurs inscrits pour participer à des sondages. Ça leur coûte moins cher de puiser là-dedans, mais du coup la représentativité devient très discutable. Bah oui, puis en plus il suffit que, je sais pas moi, il suffit que tel parti ou que tel Discord d'extrême droite ou que tel influenceur dise bah allez faire des raids pour aller vous inscrire sur les trucs de sondage payants et ils vont être surreprésentés potentiellement dans des trucs. Hein. Ça peut aussi fonctionner comme ça. Hein. Ceci étant précisé, illustrons maintenant par quelques exemples. Imaginons qu'un sondage me donne une mesure de 42,5% de gens qui n'aiment pas... Alors on va changer, avec une sauce, on va dire, selon Vionem. Ils n'aiment pas. C'est qui ces gens? Ils aiment pas quoi, les quoi? Il a dit quoi? Ils aiment pas les... Et avec une sauce, on va dire, selon Vionem. On n'a rien compris. Selon... Ils n'aiment pas. C'est qui ces gens? C'est le même vieux qui met déjà pas les falafels à 40%? Mais qu'est-ce que tu... Non mais quand même, c'est un aime. On aime ou on Saumon vionné. Saumon vinaigre. J'en ai rien compris. n'aime pas, mais on n'est pas unanime. Ben là, il y a 42,5% de gens qui le n'aiment pas. Ah, les nems, ok. Ce bon vieux nem. Ah oui, on n'a pas compris, mais oui, ok. N'aiment pas le nem. C'est pas clair. Peut-être essaye d'y redemander au vieux, mais t'y proposes 2 sauces. Comme ça, qui l'y n'aime ou qui l'y n'aime pas, comme tu dis, au moins ça serait plus représentatif. À mon avis, hein. Ouais, mais merci. Donc, sondage sur 1000 Oh, elle a mis du bon goût. Et il nous fait bien rire quand même. personnes. Résultat, 42,5% n'aiment pas les nems, avec une marge d'erreur de 3%. À partir de ces données, ce qu'on peut dire, c'est que la proportion réelle de Putain, vous avez vu à quel point la vidéo, elle a été pensée pour le React. La typographie, elle s'arrête pile à ma... Merci, hein, Défécator, il a pensé à moi. de 3%. À partir de ces données, ce qu'on peut dire, c'est que la proportion réelle de la population qui n'apprécie pas C'est my name. Pourquoi ça me fait rire, c'est nul. C'est my name. les nems doit être située entre 42,5 moins 3 et 42,5 plus 3, donc entre 39,5 et 45,5%. Oui, Et on a 95% de chances pour que ce soit le cas. oui. Après, elle peut très bien être à 40% ou à 45%, ça on n'en sait rien. L'un Oui. comme l'autre sont possibles. Parce que tout ce que ça nous donne, c'est une fourchette. Et on est bien emmerdé, parce que le nem, ça se mange pas à la fourchette. C'est peut-être bien pour ça qu'ils savent pas y apprécier. Putain, j'y ai pensé moi aussi. Eh, il a mis du bon goût, il a vraiment genre... il est bien drôle parce qu'il pense à... Il dit pas un peu tout haut ce que les gens pensent tout bas? Alors, ces marges d'erreur, elles varient. D'abord en fonction de la taille de l'échantillon. Hein, avec juste 100 personnes, on aurait une marge de quasi 10%. Ok. Et plus on tire de personnes au sort, moins la stat est fragile et... Ça, je connaissais pas, la marge d'erreur. C'est bien que je la retienne quand même, parce que des fois, je m'en souviens pas. Attendez, je la retiens. Vers les 1000, on est à 3%. Et 100, on est à peu près à 10%. plus la marge d'erreur diminue. Mais évidemment, interroger plus de personnes, ça coûte plus cher. Donc les sondagiers le font en général Oui, la marge d'erreur est hyper importante. sur 1000 personnes, en considérant que ça donne une marge d'erreur qui reste acceptable. Et la marge d'erreur varie aussi en fonction de la valeur mesurée. C'est pas la même en fonction du pourcentage. Oui, bon, on va faire... Ah oui, bah oui. Intervalle de confiance à 95% pour un score mesuré de 5 ou 95%. On est à 4,4. Plus on est dans quelque chose de scindé, plus la marge d'erreur augmente quand même. Ok. Mais c'est quand même léger quand on arrive à des gros scores, quoi. 10 000 personnes, on a quand même une marge d'erreur faible. Voilà le tableau complet. Un résultat proche des 10% n'a pas les mêmes marges d'erreur qu'un résultat proche des 40%. Tout ça, c'est de la proba. Il faut donc se demander quelle est la marge d'erreur d'un sondage en fonction de la taille de l'échantillon. Mais ça ne s'arrête pas là. Démontons un nouveau cas. À l'occasion des élections européennes, un débat a été organisé en mai 2024. Passons sur le débat, hein, ça c'est pas notre Pas éclaté. sujet. Nous, ce qu'on va regarder ici, c'est le sondage publié le lendemain. Qui l'a regardé ce débat? Personne, hein. Même moi, dont c'est mon métier, franchement, je m'en suis passé. Hein. Par Odoxa Backbone pour le Figaro. Sur un échantillon de 991 Français. Représentatif. Voici une question qui a été posée pour savoir qui a été le plus convaincant sur différents sujets. Ce qui doit nous alerter, ici,
c'est la phrase au-dessus. À ceux ayant regardé en entier ou en partie, ou vu, lu ou entendu des commentaires sur ce débat. Là, ça signifie que cette question ne s'adresse qu'à une partie de l'échantillon. Ok. Donc, les résultats ici ne portent pas sur les 991 personnes. Ce qui veut dire que les marges d'erreur ne sont plus les mêmes. Alors, au début du sondage, il y avait une question là-dessus. Exposition au débat. Et ça nous donne des chiffres, ils sont édifiants. Sur les 9... Vous avez regardé ce débat en entier, 11%. Vous ne vous êtes pas du tout intéressé au débat. Waouh, le catastrophe du sondage. Waouh. Putain, à chaque fois, on devrait vérifier ça. Hein. Quand on fait un sondage sur, je sais pas moi, qu'est-ce que vous pensez de telle loi ou tel truc, on devrait vérifier si les gens comprennent. Hein. On devrait leur faire remplir un petit questionnaire s'ils comprennent la loi. 191 personnes interrogées, en fait, seuls 11% ont regardé le débat en entier. Il y en a eu aussi 14% qui l'ont regardé en partie, et 15% qui, eux, ont juste vu des commentaires. Ce qui est nimp, hein, mais donc ils prennent 11 plus 14 plus 15, 40%. Ce qui fait quand même que 397 personnes. Et, au passage, si l'échantillon de départ était représentatif de la population, sur les proportions d'âge, etc. Jamais je regarde ça moi, mais oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais là, la question c'est, qui est-ce qu'on sonde pour donner un avis sur ce débat? Genre si 90% de ton corps, enfin 60% n'a pas vu le débat tout simplement, c'est quand même un problème. Là, sur 397, les quotas, tout explose. Donc, ce qu'ils auraient dû faire en Angleterre afin de valider leur référendum du Brexit. Oui, je suis d'accord, mais en même temps, non mais ça c'est un piège de la démocratie, c'est que n'oubliez pas que la démocratie c'est pas le référendum, hein, c'est pas que le vote, hein, c'est la délibération. C'est le fait de s'assurer que les gens soient capables de débattre et de comprendre le sujet pour lequel ils votent. Or ça, on s'en passe. Et on parlait de bonapartisme, mais ça c'est un truc très classique, hein. Même dans un parti très à droite, la délibération populaire, sous le coup d'un média complètement à la solde de Bolloré, qui injecte constamment un débat public qui fabrique l'opinion, c'est très facile de faire passer un truc par référendum derrière. Hein. Bref, faisons du chouard. Mais c'est même pas que du chouard, hein. Référendum d'initiative populaire, ça veut pas forcément dire des grands débats où la population s'intéresse au sujet. Ça veut juste dire un référendum. Donc c'est déjà un peu mieux que le référendum tout court. Hein. Mais voilà, n'oubliez pas ça aussi. Hein. Représentativité, 0. Et au niveau des marges d'erreur, on passe sur cette ligne-là, 5%. Donc, quand le sondeur... Je veux dire, c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que je le dis, ce qui était quand même très intéressant sous Macron, même si l'étard l'autre fois était venu m'attraper par le col pour râler un petit peu, et je trouve qu'il avait raison, mais en même temps il avait tort, il m'a pas non plus full convaincu, mais c'est que c'était très étrange quand même qu'une initiative comme celle de, je sais plus comment ça s'appelait, les commissions citoyennes sur le climat, c'était ça, non? Qui ont été sous Macron là, en fait, on s'approche d'un des dispositifs les plus efficaces en termes de démocratie, parce que là où je vous dis que la démocratie, c'est pas seulement le vote. Oui, la convention. C'est pas seulement le vote, mais c'est la capacité à avoir des gens qui vont voter, mais qui s'intéressent au sujet et qui délibèrent ensemble. Bah là, on avait un des outils les plus intéressants et les plus aboutis pour le faire. Et le fait que ça soit passé sous Macron, déjà, c'est très intéressant. De la part de Macron, parce que c'est un peu un despote, hein, il aurait aucun intérêt de faire ça, déjà. Mais je sais pas, il a voulu donner un gage de bonne faveur, il a voulu expérimenter. Et finalement, il n'a tout simplement pas respecté cette commission, ce qui est bien la preuve que c'est un outil beaucoup trop dangereux pour un personnage comme lui au pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il s'en est vite passé. Mais c'était quand même très intéressant. Moi, je trouve que le truc des conventions citoyennes, c'est quand même très très bien. C'est vraiment très démocratique pour le coup. On nous dit, tel candidat est convaincant à 51%, l'autre à 46%. En fait, lui, il est quelque part entre 46 et 56%. L'autre, quelque part entre 41 et 51%. Et donc... Dis-moi, on devrait remplacer l'Assemblée nationale par des conventions de ce genre tirées au sort représentatives. Bah ouais, mais après, ce que nuançait l'étard, et il a raison, c'est que l'expertise est orientée. L'expertise, c'est que ces gens-là, on leur a mis face à eux des experts. Les experts, c'est qui? C'est des gens qu'on choisit. Il y a quand même ce critère-là qui rentre en compte. Qui tu fais argumenter face à ces gens? Comment tu formes la commission? C'est comme un média, la même manière qu'un média forge de l'opinion. Quand tu as un panel d'experts qui vont venir t'expliquer un sujet, bah, tu peux les sélectionner aussi sur le volet, très précisément pour éviter d'avoir certaines paroles radicales. Donc ça pose aussi des questions. Bref. Ça peut très bien être l'inverse. Choisi par les différents partis politiques. Bah voilà, bah là on s'approcherait peut-être
d'un truc un peu particulier. Imaginez peut-être qu'on pourrait être dans une situation comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un parlement, on aurait des assemblées citoyennes et les partis, leur rôle, ça serait de présenter des espèces de, de commissaires experts formés à certaines idéologies pour présenter successivement leurs paroles face à cette commission. On ne sait pas, peut-être qu'on aurait un type qui parlerait, un expert qui parlerait d'écologie, mais il ferait un lien avec le marxisme. Et juste à côté, on aurait un écologiste plutôt capitaliste. Et après, on aurait un climato-sceptique. Mais bref, on pourrait peut-être avoir un truc comme ça. Et peut-être même qu'ils débattraient entre eux face aux gens. C'est lui à 46. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, je suis pas non plus calé pour réussir à imaginer un dispositif parfait. Mais de toute façon, ça n'existe pas. C'est toujours imparfait, une démocratie. Mais on peut se rapprocher d'un truc... Ouais. Et l'autre à 51, statistiquement, on n'en sait rien. Rase spécialiste de la viande. Avec cette marge sur un écart aussi peu significatif, on ne peut tirer aucune conclusion de ce sondage. Merci, au revoir. Quand on voit dans un sondage qu'une question ne concerne pas tout le monde, on peut se demander, est-ce qu'on sait combien de personnes y ont répondu, et est-ce que c'est assez pour être significatif? Un sondage ne donne pas de valeur nette. Il faut plutôt voir ça comme des fourchettes et se méfier de celles à trop grosse marge. Juste bonne aux petites cervelles à gueulage, à gueulage. Cringe, oh là là. Mais c'est parce que vous êtes des bandeurs. Mais laissez-le avec ses petites chansons, il est heureux. Il a 40-50, ça me termine. Oh là là, vous savez pas apprécier la vie. C'est pour ça, bref.